Okay, very good. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Christine de Pisan. Alors, c'est la première des autrices, des écrivaines que nous allons évoquer dans ce nouveau cycle de 5 présentations. Alors, Christine de Pisan, née à Venise en 1365. Alors, son père est originaire de Pizzano, près de Bologne, d'où son patronyme français de Pisan, c'est-à-dire de Pizzano en Italie. Quant à sa mère, née Mondino, elle est la fille d'un riche conseiller de la République de Venise. Alors, le père de Christine est médecin, astronome et astrologue. Il se prénomme Thomas. C'est un ancien conférencier de l'Université de Bologne où il a tenu la chaire d'astrologie pendant 12 ans. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, la médecine et les astres sont très liés dans l'esprit des savants. De plus, pour les astrologues, être médecin est une couverture idéale car l'Église catholique condamne les prédictions. Alors Thomas quitte la chaire d'astrologie de Bologne en 1356 et devient conseiller de la Sérénissime, la République de Venise. Et c'est là qu'il rencontre sa femme. C'est donc en 1364 qu'ils ont une fille, Christine. Alors, la renommée de son père est telle parmi les cours d'Europe qu'un an plus tard, en 1365, Thomas de Pisan reçoit 2 offres très alléchantes. Alors, la première offre lui parvient de Louis Ier le Grand, roi de Hongrie et futur roi de Pologne. La seconde provient de Charles V, roi de France. Alors, les deux souverains vont offrir à Thomas de Pisan le poste prestigieux de conseiller du roi. Alors, après bien des hésitations, Thomas va choisir l'option française. Il aime la personnalité du roi Charles V, connu pour sa sagesse. De plus, la splendeur de la cour française ne lui est pas indifférente. Mais il est attiré aussi par la réputation de l'Université de Paris, l'une des plus importantes et des plus anciennes universités médiévales, puisqu'elle a été créée en 1200 environ. C'est ainsi que Thomas arrive à la cour de France. Et très vite, Charles V est conquis par les connaissances encyclopédiques de son nouveau conseiller. Il en fait donc son astrologue attitré. Alors, aucune décision, qu'elle soit politique, médicale ou familiale, n'est désormais prise par Charles V sans consultation préalable avec Thomas de Pisan. On imagine donc sans difficulté l'importance de ce poste de conseiller du roi. Alors Charles V, qui ne souhaite absolument pas voir son précieux conseiller le quitter, offre à Thomas de faire venir de Venise, aux frais de la cour de France, sa femme et sa fille Christine. Il va, de plus, lui verser une rente afin d'entretenir sa famille à Paris. Et c'est ainsi qu'en décembre 1368, Madame de Pisan et sa fille Christine, qui a 4 ans, sont présentées au roi pour la première fois. Christine passe donc ses jeunes années à la cour de France. C'est une enfance très privilégiée qui va s'offrir à elle, bien sûr.
Elle a du reste la chance de fréquenter régulièrement le roi. Grâce à son père, elle le voit presque quotidiennement. Toute sa vie, elle restera d'ailleurs profondément marquée par la sagesse de son souverain. Enfant curieuse, elle hérite de l'esprit observateur et investigateur de son père. D'ailleurs, il ne s'y trompe pas et il favorise l'ouverture d'esprit de Christine. Il lui enseigne les écrits religieux, bien sûr, mais aussi et surtout les sciences de la nature, un domaine d'où sont exclues les femmes du Moyen Âge. Alors tout cela est d'autant plus facile que Christine a un intérêt insatiable pour les études. Mais hélas, Christine trouve sur son chemin sa mère. En effet, cette dernière souhaite que sa fille suive le cursus commun des dames de la cour. Pour la mère de Christine, l'éducation des filles tourne autour de la vertu et de la pitié, des bonnes manières et de la maternité. Alors cette conception de l'instruction sera la cause de ce que Christine appellera dans ses écrits l'empêchement, notamment au niveau des sciences. Alors cette éducation conventionnelle voulue par sa mère est généralement dispensée soit dans des couvents, soit directement par un tuteur au château, sous l'œil vigilant des mères, bien sûr. L'instruction se concentre évidemment sur l'aspect domestique des choses, notamment la couture et la broderie. Alors, la musique et le chant sont aussi des domaines ouverts aux filles de la noblesse. Et si l'on apprend aux jeunes filles à lire et à écrire, c'est surtout afin qu'elles puissent réciter leurs prières. Alors Christine a un avantage cependant, elle est bilingue, car elle parle italien, bien sûr, même si plus tard c'est exclusivement en français qu'elle écrira ses œuvres. De plus, son père lui enseigne le latin. Alors, ne pas lire le latin à l'époque, c'est l'assurance d'être enfermé dans l'ignorance, car les ouvrages médiévaux sont principalement écrits en latin. Alors, il faut le reconnaître, grâce à son père, Christine a une éducation bien plus poussée que la plupart des jeunes filles de son rang. D'ailleurs, dès l'adolescence, Christine va vite commencer à composer des pièces lyriques, des poèmes, qui lui valent une grande réputation à la cour. Ceci dit, elle se reprochera de ne pas avoir exigé plus d'elle-même lorsqu'elle était adolescente. Elle regrettera une certaine passivité et d'avoir gâché, dit-elle, en partie, les lumières que lui offrait son père. Mais à 15 ans, en 1380, Christine doit mettre fin à ses études. En effet, son père va lui choisir un mari, Étienne de Castel, qui appartient à la noblesse picarde. Étienne est un jeune homme de 24 ans qui vient de finir ses études de droit. Il est titulaire d'un poste de secrétaire royal. Il a donc des revenus réguliers qui lui permettent d'épouser la fille de monsieur de Pisan. Alors, comme on peut l'imaginer, Christine ne manque pas de prétendants. La position de son père et sa proximité avec le roi font d'elle un parti enviable. Mais le choix de Thomas de Pisan pour sa fille va être guidé par la sagesse. Il déclare
À ce titre, je cite: les vertus d'Étienne sont plus grandes que sa richesse, mais la science et les bonnes mœurs valent mieux que la richesse. Christine écrira elle-même plus tard: bien que ne l'ayant pas choisi, je n'aurais pu faire mieux. Étienne n'avait pas son pareil au monde. Lorsqu'il était près de moi, aucune femme n'était plus comblée. Alors, fait nouveau au Moyen Âge, Christine n'hésitera pas à parler d'amour conjugal, à une époque où l'on parle surtout d'amour courtois. L'amour courtois se caractérise par le respect mutuel et l'honnêteté des conjoints, mais il n'a pas la charge sensuelle, émotionnelle de l'amour conjugal. Christine l'évoquera plus tard dans ses écrits en parlant de sa nuit de noces, par exemple. Alors de ce mariage vont naître 3 enfants, 2 parviennent à l'âge adulte. Un fils meurt hélas en bas âge, l'autre, Jean de Castel, deviendra clerc et écrivain. Une fille rentrera dans les ordres à l'abbaye royale de Passy. Alors hélas, quelques mois après le mariage de Christine avec Étienne de Castel, le roi Charles V décède. La mort du souverain marque un déclin social pour Thomas de Pisan et sa famille. Charles VI, le nouveau roi de France, va garder Thomas de Pisan à la cour, mais désormais, Thomas n'a plus les faveurs royales. Peu à peu, son prestige décroît, ses pensions diminuent. On ne peut pas parler d'une disgrâce totale, mais Thomas de Pisan est clairement relégué au second plan. Alors 7 années plus tard, le père de Christine décède. Il a environ 80 ans. Hélas, Thomas de Pisan laisse des dettes à sa veuve et à ses enfants. Ce père, que Christine admirait tant, n'avait jamais fait d'économie. Il va donc laisser sa famille dans le besoin. Ainsi, les 2 frères de Christine partent pour l'Italie, sur les terres familiales. Quant à Christine, elle décide de rester à Paris avec son mari et de veiller sur sa mère. Alors, désormais, Étienne de Castel assume le rôle de chef de famille. Fort heureusement, il a des revenus suffisants pour assurer les besoins matériels de sa femme Christine, de leurs 2 enfants et de sa belle-mère. Mais hélas, en 1390, victime d'une épidémie de peste, Étienne de Castel meurt. À 25 ans, Christine se retrouve veuve et sans protecteur. Christine décrit cette perte ainsi, je cite: « J'étais allongée par terre, souhaitant la mort. Je criais si fort, et l'on aurait cru que ma voix, que je ne contrôlais plus, allait transpercer les nuages et le ciel. » Alors les malheurs de Christine ne s'arrêtent pas à la mort de son père, ni à celle de son mari. En effet, l'archevêque de Sens et François Chanteprime, tous 2 conseillers du roi Charles VI, intentent un procès à l'encontre de Christine de Pisan, car Thomas et Étienne ont tous 2 laissé des dettes. Le deuil, qui plonge Christine dans la dépression, s'accompagne donc d'une débâcle financière.
En fait aggravant, le statut de veuve de Christine ne joue pas en sa faveur. En effet, au Moyen Âge, on regarde avec suspicion une veuve qui ne se remarie pas. On fait bien souvent des procès d'intention aux veuves qui choisissent de ne pas se remarier ou de ne pas rentrer au couvent. On les accuse de luxure. Mais la mort de son époux va la transformer en homme, dit-elle. Je la cite dans son récit allégorique tiré de son ouvrage Les métaphores de Christine. Elle se décrit elle-même sur un bateau à la dérive, sans maître à bord. Elle s'endort, puis se réveille. Je cite: De corps fragile et crémeuse, je me réveillais, je me sentais transmué en tout, je tâtais mon corps et mon aspect était tout autre. Et elle poursuit en utilisant le masculin. Mon corps était plus imposant, plus rude et plus agile. Je me sentais plus fort. Ma voix était plus grave. Et elle l'affirme en écrivant: Maintenant, je suis moi-même capable de piloter mon navire. Je suis donc réellement un homme. Sa décision est désormais définitive. Elle choisit le métier d'homme de lettres. On peut donc dire, comme elle l'écrit elle-même, de femelle devint mâle. Et elle réclame alors le trésor familial, celui de l'héritage intellectuel que lui a laissé son père. Jeune veuve, elle va maintenant s'acharner à rétablir sa fortune et son rang. Christine de Pisan nous apprend que cette période de reconquête va durer plus de 10 ans. Elle fait part de ses soucis dans son livre La mutation de fortune. Elle y fait quelques allusions qui montrent qu'elle est parvenue à maintenir un certain train de vie, réduit certes, mais sans jamais tomber dans l'indigence. Les spécialistes estiment d'ailleurs que peu à peu, la célébrité aidant, elle va atteindre un niveau de revenu comparable à celui de son époux défunt. Une chose est certaine, après les mésaventures financières qu'elle a endurées, elle a montré de grandes qualités de gestionnaire. Mais son acharnement n'est pas seulement matériel. Christine a un goût prononcé pour le travail intellectuel. Se sentant insuffisamment instruite, elle décide donc d'approfondir ses études. Et c'est un fait majeur, car n'étant ni noble de sang, ni religieuse, elle va désormais tenir une place singulière dans la littérature féminine du Moyen Âge. C'est en 1390 qu'elle commence véritablement l'apprentissage de son métier d'écrivaine. Tout d'abord, elle doit accumuler des connaissances livresques. Mais elle ne peut pas le faire dans le cadre universitaire français, fermé aux femmes, sauf dans les couvents, bien sûr. C'est donc en autodidacte qu'elle va entreprendre des études en tant que laïque. Pendant plus d'une décennie, elle lit énormément afin d'accumuler des connaissances et des références historiques. Elle devient une vraie compilatrice. Son programme d'études est très original.
Elle s'intéresse d'abord à l'histoire, qui n'a pourtant pas encore à l'époque le statut de discipline fondamentale. Elle s'intéresse notamment à la culture laïque et à la culture politique. Elle va ainsi accumuler un nombre impressionnant d'anecdotes qu'elle reprendra comme exemple dans ses écrits. Elle va ensuite étudier la poésie savante, c'est-à-dire celle des sachants, en opposition à la poésie populaire. Alors, toutes ces choses nous sont connues grâce à son ouvrage de 1405, La vision de Christine, où elle parle de ses lectures et de son métier d'autrice. Fait notable, ce livre est écrit entièrement à la première personne. Elle dit donc je. Et de ce fait, la vision de Christine constitue le premier récit autobiographique de la langue française. Alors, tout en s'instruisant, Christine n'omet pas de se soucier de l'avenir de ses enfants. En 1396, elle cherche un protecteur à son fils Jean de Castel, qui n'a que 12 ans. Opportuniste, elle demande à rencontrer le comte de Salisbury. Il vient en France afin d'assister au mariage de la fille de Charles VI de France, Isabelle de Valois, avec le roi Richard II d'Angleterre. Alors, Salisbury est lui-même poète et il possède plusieurs ballades manuscrites de Christine qu'il admire grandement. Il va ainsi accepter d'emmener Jean avec lui en Angleterre pour l'élever comme son propre fils. À la même époque, la fille de Christine rejoint l'abbaye royale de Poissy qui accueille les filles de la noblesse et de l'élite. Elle entre donc au couvent. Alors cela se fait contre le gré de Christine, qui se désole de voir sa fille devenir religieuse. Vers 1396, Christine n'a donc plus la charge financière de ses enfants. Mais hélas, le comte de Salisbury est assassiné quelques années plus tard, en 1400, pour des raisons politiques. Henri IV d'Angleterre, le nouveau souverain, invite Christine de Pisan à s'installer en Angleterre et à y rejoindre son fils Jean de Castel. Elle va refuser avec diplomatie et fait revenir en France son fils, qui a désormais 16 ans. Et c'est maintenant Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui va le prendre sous son aile et il lui donne un poste de notaire. Alors, reconnaissante, Christine de Pisan offre au duc quelques-uns de ses poèmes. Alors, fort touché, Philippe le Hardi va la rétribuer financièrement. On le voit donc, Christine a su, malgré son veuvage, maintenir des réseaux d'influence et elle n'hésite pas à s'en servir. Après 10 années d'études en autodidacte, elle se sent enfin prête à distribuer ses premières œuvres. À ce titre, elle est considérée comme la première écrivaine de métier. Elle fait donc profession d'écriture et elle en vit. C'est une femme entreprenante qui ne s'arrête pas seulement à écrire. Elle s'occupe activement de l'élaboration matérielle et artistique de ses œuvres. Elle prend également en main la diffusion de ses manuscrits qu'elle ventile, comme elle le dit elle-même.
Ainsi, Christine offre ses livres aux puissants de ce monde et elle personnalise ses dédicaces. Elle en reçoit des cadeaux et des rentes financières. Cela va lui permettre de se faire une place dans le cercle des savants et des penseurs de son temps. Sans faire preuve de modestie, elle déclare d'ailleurs, je cite, « Ainsi moi, Christine, me félicitant de la digne beauté de mon œuvre, je me résolus d'en multiplier les copies de par le monde. Mon œuvre demeurera sans dépérir, et ceux qui me liront regretteront que je n'ai vécu en leur temps. » Il est clair qu'elle songe à la postérité. On est donc loin de la caricature de la passivité féminine qui prévaut au Moyen Âge. Alors, comme je l'ai dit auparavant, Christine se lance d'abord dans la poésie. Et ce n'est pas un hasard. C'est ce que l'on attend d'une femme et c'est ce qui se vend le mieux. Hormis les écrits pieux et des mystiques du Moyen Âge, la poésie est en effet un des seuls moyens pour une femme de se faire remarquer par la noblesse. En effet, les cours, qu'elles soient royales, princières et ducales, se prêtent particulièrement bien à la poésie et à la littérature courtoise. Lors des buffets et des festins, les troubadours chantent ou déclament des ballades. La poésie est donc un bon moyen de se faire connaître et de trouver de riches mécènes. En 1399, Christine compose une série de 100 pièces lyriques publiées dans son ouvrage Le livre des 100 ballades. Alors, dans le style de l'époque, elle pleure son mari défunt, parle de son isolement et de sa condition de femme veuve. Son ouvrage remporte un grand succès et elle obtient la protection du prince Jean de Berry, frère du défunt roi Charles V. Il faut aussi mentionner le duc Louis Ier d'Orléans. Il va lui passer des commandes littéraires qui vont contribuer à la réputation de Christine de Pisan dans les cours européennes. Christine de Pisan commence alors à prendre une certaine assurance. Elle va désormais entreprendre la rédaction d'écrits érudits, politiques et philosophiques. Alors, s'il est vrai qu'au Moyen Âge, la misogynie est prévalente, il faut toutefois rester objectif. Le Moyen Âge n'est pas une époque d'aliénation complète de la femme. Christine, qui bénéficie de nombreux soutiens masculins, et non des moindres, en est un éclatant exemple. Alors le moment est donc venu de se demander quelles étaient les vues de Christine sur l'éducation des jeunes filles. Alors les professeurs Jeanne Popper et Bernard Ribémont, de l'Université d'Orléans, auteurs de Les femmes, les lettres et le savoir au Moyen Âge, écrivent. Lorsqu'elle parle de l'éducation, ce qui est fréquent dans son œuvre, Christine ne s'intéresse pas à l'éducation des filles et ne propose pas de programme en ce sens. Alors, Christine écrit pourtant que parce que les femmes sont mères, ce sont elles qui forment les enfants avant tout. Mais il est vrai que dans son œuvre, il n'y a pas de manifeste pour l'éducation universitaire des jeunes filles. Certes,
Christine défend la fonction de la femme en matière d'instruction, supervision scolaire des enfants, apprentissage religieux et moral, sans oublier les règles de la vie en famille et en société. Pour Christine, ce sont les femmes qui inculquent aux enfants les notions de respect et de paix. Elle affirme donc que les femmes permettent de répandre dans tout le corps social des valeurs de concorde. Mais tout cela suffit-il pour faire de Christine une féministe avant l'heure? L'historienne française Mathilde Lègle s'est penchée au cours du XXe siècle sur le féminisme dans l'œuvre de Christine. Pour elle, l'écrivaine médiévale n'est certainement pas féministe au sens moderne du terme. Je cite, Christine de Pisan mène un combat pour la réputation des femmes, compromise par les écrivains misogynes qui les accablent de critiques imméritées. Mais Christine ne remet pas en question la structure patriarcale dans laquelle elle évolue. Mieux, elle insiste sur des valeurs qui, pour les féministes modernes, contribuent à l'oppression de la femme, comme la chasteté et la patience, par exemple. On le voit donc, l'intention de Christine n'est pas de renverser l'ordre social, elle ne prêche pas la rébellion. Elle parle surtout d'efforts constants pour combattre les atteintes à la vertu des femmes. Dans la masse considérable de ses écrits, on ne note que quelques lignes qui révèlent un embryon de féminisme militant. Par exemple, lorsqu'elle écrit avec justesse dans La Cité des Dames, « Si la coutume était de mettre les petites filles à l'école et qu'on leur enseignait les sciences comme on le fait à nos fils, elles apprendraient alors aussi parfaitement qu'ils le font. » Comme le dit la médiéviste française Jacqueline Cerchiglini-Toulet dans son ouvrage Femmes et littérature, dans toute son œuvre, Christine de Pisan met en lumière une inégalité qui n'est pas d'essence, mais d'éducation. Il est donc clair que Christine attribue l'inégalité entre hommes et femmes non à la nature supposée inférieure des femmes, mais à leur médiocre éducation. Et en cela, elle est en effet novatrice, car personne jusqu'alors n'avait tenu ce discours. Alors le combat de Christine pour la réputation des femmes va trouver son apogée vers 1400, lorsqu'elle s'insurge ouvertement contre la représentation des femmes dans la littérature médiévale. Et c'est ainsi que Christine ose s'attaquer à Jean de Meun, un poète français né au XIIIe siècle, connu pour son ouvrage phare et qui fait référence, le roman de la rose. Alors dans son roman, la rose est une métaphore de la femme aimée. Je cite Jean de Meun quand il parle de cette rose femme. Elle a tant de prix et tant est digne d'être aimée qu'elle doit rose être nommée. Mais bien vite, une critique acerbe s'ensuit. Je cite, « Mes épines y avaient tant, et le bouton cueillir ne put, mieux vaut être mort que vivant. » Puis Jean de Meun continue en décrivant la femme comme une infidèle qui vole son mari autant qu'elle le peut et qui a recours à la délation. Ce qui choque Christine dans ce roman, c'est bien sûr le portrait
que l'on fait de la femme. De plus, la pruderie de Christine ne peut supporter la grossièreté des propos proférés par Jean de Meung. Comble de la misogynie, voici encore Jean de Meung dans un passage du roman de la Rose. Il parle des femmes. Toutes vous avez été, vous êtes ou vous serez, en fait ou en intention, des putains. Alors Christine se révolte. Cet affront est fait à l'état conjugal. Pour elle, le roman de la Rose est, je cite, la cause de mauvaises et de perverses exhortations et très abominables mœurs. Ne nous y trompons pas, ce combat mené par Christine de Pisan pour défendre l'image de la femme est historique, car pour la première fois, une femme, philosophe et écrivaine de surcroît, ose contredire l'œuvre d'un homme. Et de ce fait, elle ouvre le débat. Elle écrit à la reine de France, Isabeau de Bavière. Elle s'adresse aussi à Guillaume de Tignonville, homme de lettres et chambellan du roi Charles VI. Elle obtient même le soutien de Jean de Gerson, théologien et chancelier de l'Université de Paris. D'autres encore soutiennent Christine, comme le poète Eustache Deschamps. On le voit donc, elle rallie à sa cause des femmes, mais des hommes surtout, et non des moindres. Alors, forte de ce combat contre l'injustice faite à la vertu des femmes, elle va beaucoup écrire. Les années 1400 et 1410 marquent une période très féconde pour Christine. C'est là qu'elle compose d'ailleurs la majorité de son œuvre, écrite en prose ou en vers. Et elle parle de tous les domaines autorisés aux écrivains laïcs, sauf de théologie bien sûr, réservée aux clercs. 1402 marque sa conversion à la philosophie et à la science. Elle apprécie particulièrement les livres du philosophe Boèce, ou Boès, un homme politique latin contemporain de Clovis, fin du 5e, début du 6e siècle. Leur grand pédagogue, il est la source antique principale de la philosophie médiévale. Elle dévore ses traités d'arithmétique, de géométrie, de musique et d'astronomie. Entre 1403 et 1407, Christine est une écrivaine prolifique. Elle se lance dans des traités de réflexion sociale, politique et morale. Je cite ici quelques-uns de ses ouvrages les plus fameux. Le livre de la mutation de fortune, récit autobiographique écrit en 1403. Elle y aborde le thème de la femme veuve. Je cite ici quelques fameux vers de son ouvrage. Alors elle fait référence à elle-même en s'appelant Seulette, c'est-à-dire seule, femme seule. Je cite. Seulette je suis, et seulette veux être. Seule je suis sans compagnon ni maître. Seulette je suis sans ami demeuré. Seulette je suis de chacun délaissé. Seulette je suis plus sombre que doré. Alors si l'on en croit le poète contemporain français Jacques Roubaud, Christine atteint là les sommets de l'art de la ballade. Leur second ouvrage phare, le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V. Elle y détaille les vertus de ce roi qui fut son mentor.
Elle obtient la somme de 100 écus pour cette commande du prince Jean de Berry, frère du roi défunt Charles V. Cet ouvrage rencontre un grand succès. Elle y prêche la concorde et dénonce notamment le conflit sanglant qui déchire les Armagnacs et les Bourguignons lors de la guerre de Cent Ans. Un an plus tard, en 1405, elle écrit La Cité des femmes, un récit allégorique où interviennent trois dames ou déesses, la raison, la droiture et la justice. C'est dans cet ouvrage qu'elle aborde notamment des thèmes fondamentaux comme la capacité des femmes à gouverner, les violences faites aux femmes, en abordant par exemple le thème du viol, jusqu'alors tabou dans la société médiévale. La même année va suivre le livre des trois vertus à l'enseignement des dames. C'est une suite logique à la Cité des dames. Alors cet ouvrage prend parfois un autre titre, Le Trésor de la Cité des dames. Il aurait été commandité par Philippe le Hardi à l'usage de sa fille, future reine de France. C'est en fait un manuel de bonne conduite morale. Les notions de paix et de réputation au sein de la famille sont essentielles. Christine y détaille notamment les pièges de la cour de France et ses mœurs dissolues sous le règne d'Isabeau de Bavière. Mais l'originalité de l'ouvrage réside dans le fait qu'il est écrit par une femme et pour les femmes. Je cite, « Il appartient que la femme aime son mari et vive en paix avec lui. Autrement, elle va trouver les tourments et l'enfer. Les dames doivent aimer leur Seigneur et en montrer les signes. » Et pour Christine, ces signes se trouvent dans la prière des femmes pour leur mari. Elles doivent, je cite, les exhorter à la confession et au repentir. Et elle poursuit ses conseils. Si un époux est violent, les femmes ou la femme doit d'abord utiliser le dialogue et lui faire part de reproches. Mais si le dialogue est vain, c'est alors par la séduction que la femme doit arriver à ses fins, afin de remettre l'époux sur le droit chemin. Il est clair que pour Christine, l'élite a un rôle d'exemplarité morale à remplir. Elle doit guider le peuple par ses pratiques vertueuses. Alors ce côté vertueux de Christine divise les féministes contemporaines. Ainsi, pour la médiéviste Sheila Delany de l'Université de British Columbia, la Cité des dames est, je cite, l'œuvre d'une misogyne, d'une réactionnaire pudibonde et d'une exploitante éhontée de la classe laborieuse. On le voit donc, le débat n'est pas près de s'arrêter entre christinophiles et christinophobes. Leur autre ouvrage majeur, le livre du corps de Policy, écrit en 1407, où elle exprime une idée avant-gardiste de la royauté. En effet, pour elle, le roi n'est que le dépositaire d'un office. Il doit appuyer son autorité sur des corps intermédiaires. Un bon souverain est donc un souverain qui écoute et qui sait prendre conseil. À partir de 1408, Christine commence à ralentir sa production littéraire. Elle se met à écrire des ouvrages jusqu'alors réservés aux hommes.
Son traité, intitulé Le livre des faits d'armes et de la chevalerie, en est un bon exemple. Érudite, elle y retrace les sources les plus antiques de l'art de la guerre, ainsi que les acquis les plus récents dans le domaine. Alors bien sûr, on n'attend pas une femme dans ce champ d'études. Certains de ses contemporains remarquent qu'une femme n'a pas autorité en la matière. Ce à quoi elle rétorque, je cite, on se souviendra que dans l'Antiquité, ce fut une femme grecque, pleine de sagesse, Athéna, dite Minerve, qui inventa l'art de fabriquer les armures. Il n'importe donc point de qui vient la connaissance, pourvu qu'elle soit bonne et salutaire. Alors, fait notable, cet ouvrage guerrier sera réédité pendant plusieurs siècles, mais sans mentionner le nom de son auteur, qui en effet, à l'époque, aurait pu apporter du crédit dans ce domaine à une femme. Alors on ne peut omettre de replacer la vie de Christine de Pisan dans le cadre de la guerre de 100 ans. C'est un conflit qui s'étale de 1337 à 1453, avec des périodes intermittentes de calme. Alors cette guerre oppose deux dynasties françaises, les Plantagenets, issus de la maison royale d'Anjou et du Maine, et qui sont rois d'Angleterre, et les Valois, branche de la dynastie capétienne, qui règnent, eux, sur la France. Et l'on retrouve de nombreux échos de la guerre de 100 ans dans les œuvres de Christine de Pisan. Elle va ainsi intervenir auprès de la reine Isabeau, se faisant d'abord l'avocate de la paix entre les frères ennemis bourguignons et armagnacs. Elle dira d'ailleurs « Il faut faire preuve d'une grande sagesse et oublier un peu son bon droit pour éviter un préjudice plus grave et faire œuvre de paix. » Christine se veut donc femme de concorde. Mais en 1418, suite à la terreur bourguignonne, elle doit fuir Paris, car la ville est prise par les Bourguignons, inféodés à l'Angleterre. Elle se retire donc dans une abbaye, sans doute celle de Poissy, où vivait sa fille. C'est là qu'elle va écrire en 1429 sa dernière œuvre connue, La Ditié de Jeanne d'Arc, une œuvre en vers où elle fait part avec exaltation des premiers exploits de Jeanne la Lorraine. Elle écrit d'ailleurs à propos de Jeanne d'Arc, et quel honneur au féminin sexe, jamais force ne fut si grande. Alors Christine de Pisan meurt un an plus tard, en 1430, à l'âge de 65 ans. Elle disparaît alors qu'elle est célèbre et très populaire parmi les élites. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la plupart de ses manuscrits, richement illustrés, donc onéreux, un signe indéniable de son succès. Son fils, Jean de Castel, lui-même écrivain, va se battre pour défendre sa mémoire et promouvoir les écrits de sa mère. Elle va ainsi garder une grande notoriété durant la Renaissance, jusqu'au début du XVIIe siècle. Mais petit à petit, on se désintéresse du Moyen Âge et elle tombe dans l'oubli, comme beaucoup d'auteurs médiévaux.
d'autant que la langue française a beaucoup évolué et désormais, hormis quelques érudits, il devient difficile de la lire. Mais il faut aussi considérer les critères esthétiques qui ont changé. Du XVIIe au XIXe siècle, Christine passe à la trappe de l'histoire. Elle est devenue archaïque. Sa traversée du désert va durer 3 siècles. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe que l'on recommence à s'intéresser au Moyen Âge. Car en fait, l'histoire accède désormais au rang de science universitaire. Et c'est à ce titre que Christine commence à reprendre une stature d'écrivaine. Ainsi, on parle de nouveau de Christine de Pisan et on traduit ses œuvres en français moderne, en anglais, en italien et en allemand. Cependant, à la fin du XIXe siècle, beaucoup d'historiens de la littérature s'attachent à démontrer que Christine de Pisan ne mérite pas le succès qu'elle avait obtenu dans le passé. Le célèbre critique littéraire Gustave Lanson écrira de Christine au XIXe, je cite, « Bonne fille, bonne épouse, bonne mère. Elle est la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs. » On le voit donc, Christine de Pisan est encore au purgatoire. Alors certes, après la chute de Napoléon III en 1871, bourgeois et républicains honorent le patriotisme de Christine. On met en avant son amour de la France. Le nationalisme des années 1900 trouve donc quelques vertus à cette autrice singulière. Quant aux catholiques, ils insistent, eux, sur l'aspect vertueux de Christine, son attachement aux valeurs traditionnelles. Et c'est ainsi que jusqu'au XXe siècle, on va très peu enseigner les œuvres de Christine de Pisan dans les universités françaises. Fort heureusement, Simone de Beauvoir réveille les consciences en 1949. Elle fait un constat et écrit dans son essai fameux Le deuxième sexe, je cite, « Pour la première fois, on voit une femme prendre la plume pour défendre son sexe. » Il faut attendre les mouvements féministes de la fin du XXe siècle pour qu'enfin elles sortent véritablement de l'ombre. À partir des années 1980, Christine de Pisan revient sur la scène. Elle est depuis lors le sujet d'un débat universitaire incessant sur l'aspect féministe ou non de son œuvre. On le voit donc, Christine de Pisan revient aujourd'hui au devant de la scène, mais un danger nous guette, car elle fait l'objet de maintes récupérations partisanes. En quelque sorte, il est aisé de trouver dans son œuvre ce que l'on veut bien y voir. La tentation est grande d'orienter la lumière sur un aspect précis de ses écrits, tout en omettant les autres. Écoutons maintenant Thérèse Moreau, autrice et grammairienne française, traductrice avec son mari de la Cité des Dames en français contemporain. Elle nous dit « Le foisonnement des genres fait la force de l'œuvre de Christine, mais aussi sa faiblesse. Il encourage à une lecture partielle et partiale de ses écrits. Mais la littérature ne se résume pas à des idées. On en oublie la voix qui habite le texte, le jeu des sons,
l'oralité des textes destinés à être lus en public. On le voit donc, trop souvent, on omet de parler de l'essentiel, c'est-à-dire de la voix singulière de Christine, de ses talents d'écrivaine, bref, de la beauté de sa langue. Y a-t-il plus bel hommage que d'affirmer que cette pionnière de la littérature médiévale a su prouver que la femme était l'égale de l'homme? Et c'est là, je crois, un bien beau titre de gloire. La plume de Christine de Pisan fut son épée. Et cette épée ne réveille pas de vieilles blessures de genre. Au contraire, elle nous réconcilie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Merci Thank beaucoup. you. Merci. Alors, il y a peut-être parmi vous des spécialistes de Christine de Pisan, et si c'est le cas, n'hésitez pas à intervenir et même à me contredire, pourquoi pas. Vous avez sans doute des choses à ajouter, des remarques très intéressantes à faire. Il est difficile de résumer la vie d'une femme telle que Christine de Pisan en 50 minutes, mais j'espère que j'en ai fait un portrait honorable et qu'elle ne m'en voudrait pas, en tout cas. Alors, y a-t-il quelques questions peut-être, ou quelques remarques, quelques ajouts? Je vous en prie, n'hésitez pas à intervenir. Oui, en effet, Christine, l'image de Christine qui apparaît à travers ses œuvres, c'est une image d'une femme qui a le courage de se mettre sur la scène, d'entrer en scène. Car en effet, la femme du Moyen-Âge, c'est une femme qui est liée à un rôle précis, et donc c'est complètement différent par rapport à la femme d'aujourd'hui, par exemple. Et bien sûr, il y a du féminisme dans le fait qu'elle réagit contre, c'est pas contre l'homme, contre le sexe masculin. En effet, sa réaction, c'est pas une réaction contre, c'est une réaction pour faire valoir ses droits de femme, pour faire valoir surtout ses exigences. Et le courage, son écriture, c'est en effet, c'est une épée, et c'est quelque chose qui lui permet de rompre avec une tradition avec masculine, et surtout le fait de dominer la scène. Et en particulier quand elle écrit sur la guerre, quand elle écrit sur la chevalerie, qui est un domaine complètement interdit, interdit pour les femmes, bien sûr. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Christine de Pisan. En particulier, j'aime beaucoup toute la période du Moyen-Âge, qui est très intéressant. En particulier, car en effet, quand on pense au Moyen-Âge, on pense à une époque à tort, complètement à tort, une époque obscure, une époque... c'est pas vrai, car en effet, au Moyen-Âge, il y a tout un foisonnement d'idées, toute une renaissance. Entre guillemets, pour le Moyen-Âge. Ce n'est pas donc une époque obscure comme on la trouve par exemple sous les manuels scolaires. Je suis enseignante à l'école. Et donc, en effet, il faut combattre cette idée. Le Moyen-Âge, ce n'est pas une période obscure, mais c'est une période riche et foisonnante. Je vous remercie, monsieur, votre présentation qui a été très agréable à suivre, et je suis très contente d'avoir participé. Je vous remercie encore. C'est très gentil. Merci. C'est très gentil. Et oui, juste pour ajouter à cette remarque sur le Moyen-Âge, c'est vrai que c'est une période de foisonnement des idées,
et même d'un point de vue religieux, surtout dans le sud de l'Europe, c'était une période où dans certaines universités, des chrétiens rencontraient des penseurs juifs, des penseurs musulmans, et il y avait tout ce foisonnement, etc., qui va disparaître d'ailleurs plus tard. Donc, merci d'avoir insisté sur ce point. C'est vrai Si, que sur cet aspect cosmopolite du tout à Moyen fait, Âge. absolument, absolument. Merci beaucoup, Merci. Merci à vous, merci à vous. un grand plaisir. Alors peut-être que d'autres personnes ont des remarques à faire. N'hésitez pas à intervenir. Non? Oui, il y a des Ah. questions sur le chat. Je ne sais pas si... Ah oui, alors je suis... Alors attendez, donc il faut que... C'est vrai, merci de me... Alors... Quand est votre présentation prochaine? Alors la prochaine présentation se déroulera le 1er décembre sur le site toujours de l'Atheneum de Philadelphie. Et je parlerai cette fois de Madame de Lafayette, qui est née en 1634. C'est elle qui a écrit notamment La princesse de Clèves, et elle a une vie absolument passionnante. C'était aussi une grande femme de lettres. Donc ça sera le 1er décembre, toujours un mercredi, et toujours à 14 heures, heure de Philadelphie. Voilà. 4 heures ou 2 heures? Ah oui, alors, pardon, oui, donc 2 heures de l'après-midi, c'est-à-dire, voilà, 2 heures de l'après-midi. Oui. En Italie, c'est 8 heures du soir. Voilà, okay. Tout à fait, 8 heures du soir en Italie, oui, oui, tout à fait. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. J'interviens aussi d'ailleurs, alors juste une toute petite remarque, sur le site de l'Alliance française de Philadelphie, où je fais aussi des conférences. Et la prochaine aura lieu le 9 novembre. Alors, c'est toujours les mardis à 18 heures à l'Alliance française. Et j'entame un cycle dans une série qui s'appelle Parlons Histoire sur les femmes et la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je vous parlerai d'une autre femme, un sujet tout à fait différent, mais passionnant également. Il s'agit de Lucie Aubrac. Et j'aurai donc une série de 5 petites conférences virtuelles sur 5 femmes exceptionnelles qui ont combattu pour la France et pour la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on parle toujours, bien sûr, des résistants et des hommes, et on oublie hélas les femmes qui étaient bien présentes. Merci. Alors, je regarde. Est-ce que Christine était accusée de sorcellerie? Non, pas que je sache, et ça m'étonnerait grandement d'ailleurs, parce que c'était une femme très pieuse et très religieuse. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que Christine était influencée peut-être par son époque, hein, par la pression sociale, dirons-nous. Mais ceci dit, je pense qu'elle était sincèrement pieuse, car il ne faut pas oublier que dans les grandes cours d'Europe, la moralité n'était pas à son summum. Hein. Il y a certes l'influence de la religion, bien sûr, mais quand on regarde les vies débridées des souverains, des souveraines et des dirigeants de l'époque, elle aurait bien eu l'occasion, si je puis dire, de ne pas être vertueuse. Donc je pense que une certaine pruderie qui la caractérise, c'est quelque chose qui n'était pas une affectation, mais c'est quelque chose auquel elle croyait. C'était une croyante, absolument. Donc je ne pense pas du tout qu'on ne l'ait jamais accusée de sorcellerie, certainement pas. Non. Alors, est-ce que vous croyez que en Celette je suis,
elle cite le mot maître. Pensez-vous qu'elle voulait dire maître dans le sens où la femme doit dominer, voire financièrement, même intellectuellement, par son mari, ou est-ce que vous pensez qu'il y avait une sensation en quelque sorte de libération? Alors, personnellement, je ne pense pas que c'est la domination, je pense que c'est plutôt la libération. Hein, comme il a été très bien dit tout à l'heure, finalement, elle ne s'attaque pas tant aux hommes véritablement. Hein. Elle ne mène pas un combat contre les hommes. Elle mène un combat pour la femme. Donc en fait, en ce sens, elle se veut libératrice de la femme. Donc quand elle utilise le terme maître, là je ne parle que pour moi, mais en tout cas je le ressens comme maître en sens de maître de sa destinée. C'est une idée pour moi de liberté. Mais certainement pas, je ne pense pas à une idée de domination, enfin, à mon sens. Voilà, je crois qu'il y a quelques remarques gentilles. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. So, Tess, I think that we will meet on the 1st of December next time. It will be on a Wednesday again at 2 p.m. and we shall speak of Madame de Lafayette. So we'll jump into the Renaissance, ou la fin de la Renaissance. Voilà. And I put the link in the chat for that if anyone needs it. Et peut-être juste une dernière remarque. Tess est très gentille parce qu'elle elle enregistre. Could you put it again, please, because you kept it for a very short time. Still there. I think Tess, somebody was asking to, yeah? Yeah, I put the link in the chat again. OK. Et donc, je disais que ceux et celles qui n'ont pas pu suivre cette petite présentation pourront la voir ou la revoir sur le site de l'Athénéum, généralement 2-3 jours après les conférences virtuelles. Ces conférences apparaissent et elles sont, on peut les voir gratuitement. I was saying, Tess, that you will be kind enough, as always, to upload this lecture Yes. and that it will be on the site of the Athenaeum and that people can go and watch it or share it if they wish. Yep. Yes, I didn't get any of that in French. Voilà, merci beaucoup. Thank you so much. Et j'espère vous retrouver très prochainement. On se retrouve. Tout à fait. Tout à fait. C'est très gentil. Merci. Au revoir à vous. Merci. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à vous. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ouais, merci Eric. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci.